Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire ici une petite vidéo, ou voir une petite vidéo qui j'espère vous aidera à comprendre un petit peu mieux d'une part le cours sur la loi de la gravitation universelle et d'autre part aussi à comprendre un petit peu mieux l'activité expérimentale que je vous avais demandé de faire la dernière fois. Donc la loi de la gravitation universelle, elle dit tout d'abord que n'importe quels objets dans l'univers, peu importe les objets que vous puissiez imaginer, du moment que deux objets ont une masse, ils vont s'attirer l'un à l'autre. Que ce soit un simple crayon et une gomme, ces deux objets sont constitués de matière, ils ont donc de la masse et donc ils s'attirent l'un à l'autre. Un crayon, une gomme, je sais pas, une lampe et un cartable, vous et moi, voilà, nous sommes deux objets qui possèdent des masses, on s'attire gravitationnellement. Bon. Alors bien sûr, cette notion, elle peut être difficile à croire au départ parce que lorsqu'on prend les exemples d'objets que je vous ai donnés, on ne sent pas vraiment cette attraction. Si j'imagine deux objets, je ne sais pas, cette règle et ce stylo, eh bien, je ne sens pas vraiment qu'ils s'attirent l'un vers l'autre. Alors ceci est tout à fait normal car ces forces d'attraction gravitationnelle, elles ne sont grandes que lorsque les objets ont une masse importante, une grande masse. Or, un objet et une règle, en fait, ça a une masse très petite. Donc ces interactions gravitationnelles, elles vont surtout se faire sentir lorsque vous avez des objets de très grande masse. Ou plutôt, je devrais préciser, lorsque au moins un des objets a une très grande masse. Donc par exemple, si je reprends mon stylo qui a une toute petite masse, mais si je considère un autre objet qui lui a une très grande masse, comme par exemple la planète Terre, eh bien tout de suite, cette attraction gravitationnelle se fait sentir et on voit tout simplement le stylo qui est attiré vers la Terre, il tombe vers le bas. En même temps, lui-même attire la Terre vers le haut, mais comme la Terre a une très grande masse et donc une très grande inertie, eh bien cette planète Terre ne va pas vraiment vers le stylo, mais c'est plutôt le stylo qui va vers la planète Terre. Et donc dans cette circonstance, les forces gravitationnelles, là oui, se font sentir. Mais d'une façon plus générale, en vérité, n'importe quel deux objets qui possèdent une masse s'attirent l'un vers l'autre par des forces gravitationnelles. Bon. Ces forces gravitationnelles, donc on va en parler, on va les développer, on va voir comment est-ce qu'elles se représentent, on va voir comment est-ce qu'elles se calculent, y a-t-il une relation mathématique qui permette de découvrir quelle est la valeur de la force gravitationnelle entre deux objets. Donc ici, dans un langage plus général, nous allons parler de corps A et B. On considérera que chacun a une masse qu'on va désigner par MA et MB. Et on va voir aussi que la distance entre ces deux corps va avoir une forte influence sur la valeur de cette force gravitationnelle. Attention, pour tout ce qui va suivre, au sujet de cette distance, il y a un détail qui est particulièrement important à retenir et qui est souvent cause d'erreur dans les calculs quand on arrivera aux exercices. Ici, dans le texte, il est bien précisé que la distance D, dont on parlera entre les deux corps, est la distance entre leurs centres de masse. Donc faites bien attention, lorsqu'on parle de la distance entre les deux corps, c'est la distance entre leurs centres de masse. Bon, eh bien, A attire B, B attire A, ils s'attirent l'un à l'autre, et on représentera alors de façon symbolique par F, G de A sur B, la force gravitationnelle que le corps A fait sur le corps B. Et si le corps A attire le corps B, eh bien le corps B attire aussi le corps A, donc par une force gravitationnelle qu'on appellera la force gravitationnelle de B sur A. Donc il y aura toujours simultanément deux forces, car il s'agit d'une interaction. A attire B, eh bien automatiquement B attire A aussi. On parle d'ailleurs en physique d'une paire de forces action-réaction. Bon, mais ça, pour l'instant, c'est hors sujet. Alors, schématisons la situation. Donc, ici, j'ai représenté deux corps absolument quelconques, corps A, corps B. Les points noirs au centre représentent leur centre de masse. Et donc, je représente ici par D la distance qui sépare les deux centres de masse de chacun des corps. Donc, l'objet A a une masse A, l'objet B a une masse B. J'ai fait exprès ici de prendre un objet plus petit, un objet plus grand. Donc, peu importe la masse des deux objets, elle peut être différente. Et vous allez voir tout de suite après pourquoi. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est déjà réussir à faire une schématisation correcte des vecteurs force gravitationnelle entre ces deux corps. Alors, tout d'abord, les centres de masse des objets
seront les points d'application considérés pour ces forces gravitationnelles. Ensuite, une force, hormis le point d'application, ça a d'autres caractéristiques, comme on l'a vu précédemment. Hormis le point d'application, il faut aussi définir la direction de la force. La direction de ces forces gravitationnelles, ou aussi appelée la droite d'action de ces forces gravitationnelles, c'est tout simplement la ligne, la droite, qui passe par les centres de masse des deux corps. Vous voyez cette ligne en pointillé qui a été ici tracée. Ça veut dire que je sais que mes forces gravitationnelles seront alignées sur cette direction. Bon. L'autre point à considérer, donc troisième caractéristique d'une force, pour représenter une force correctement, c'est son sens. Donc vers la droite, vers la gauche. Comment déterminer le sens? Eh bien ici, il faut se rappeler que les forces gravitationnelles sont des forces attractives. Donc chaque objet tire l'autre objet vers lui. Donc, les forces auront donc des sens opposés, car l'objet A tirera l'objet B vers lui, et l'objet B tirera l'objet A vers lui. Je ne vais pas tout de suite représenter ces forces, car je vais tout d'abord m'intéresser au quatrième point, donc la quatrième caractéristique d'une force, qui est sa valeur, aussi appelée son intensité. Les valeurs donc de force gravitationnelle que A exerce sur B ou que B exerce sur A, eh bien elles sont identiques. Donc ça veut dire, dans un langage plus simple, que A tire B vers lui aussi fort que B tire A vers lui. Donc c'est des forces de même valeur. Et ça, c'est souvent aussi une erreur qui est souvent dans la tête des gens. Souvent, les gens pensent que l'objet qui a une plus grande masse exerce une force plus grande sur l'objet de plus petite masse. Or, ceci est complètement faux. L'exemple qui est souvent donné, c'est l'exemple de la Terre et de la Lune. Si je vous demande qui fait plus de force attractive gravitationnelle l'une sur l'autre, est-ce que la Lune attire plus fort la Terre que la Terre n'attire la Lune? Eh bien, beaucoup de personnes vous diront que la Terre elle a une plus grande masse, elle doit certainement faire plus de gravité, entre guillemets. Hein. Eh bien, non. En fait, la force, si on parle vraiment de la force entre les deux corps, la force que la Terre fait sur la Lune et la force que la Lune fait sur la Terre ont même valeur. Et donc, si les deux forces ont même valeur, elles doivent être représentées par des vecteurs qui ont la même taille. Bien sûr, les vecteurs, donc je reviens un petit peu en arrière, pointent l'un vers l'autre, car il doit avoir des sens opposés, d'accord, mais des sens opposés qui représentent une attraction. Donc les vecteurs pointent l'un vers l'autre. Et puis ces deux vecteurs, donc j'ai fait attention ici à les représenter avec une même taille pour montrer que les deux forces ont même valeur. La force gravitationnelle de l'objet B sur l'objet A et la force gravitationnelle de l'objet A sur l'objet B ont même valeur. Voilà, petite remarque, ces deux forces constituent ce qu'on appelle un couple de forces action-réaction. Donc, ceci est valable dans tous les cas, mais on présente ici quelques cas au niveau gravitationnel. Donc, si je représente ici les forces gravitationnelles qui existent entre la Terre et le Soleil, eh bien, ces forces gravitationnelles sont attractives, de même direction, mais donc forcément de sens opposé, et elles ont même valeur. Donc les deux vecteurs ici ont la même taille. Le Soleil attire la Terre aussi fort que la Terre n'attire le Soleil. Voilà donc ici une schématisation qui est bien respectée. Attention, donc le point d'application, là où commence le vecteur, est bien le centre de la planète. Et ils sont sur la même ligne, donc dans une même direction. Donc attention à certaines représentations qui parfois sont mal faites, certaines représentations qu'on retrouve sur Internet, de façon un petit peu bâclée. Je vous donne ici un exemple. Sur cette représentation, excusez-moi. Voilà, je vous donne ici un exemple. Ici, on essaie de représenter sur cette image que j'ai retrouvée sur Internet l'interaction gravitationnelle entre la Lune et la Terre. Eh bien, on peut voir ici qu'on nous dit plusieurs erreurs. Déjà, que la force que la Lune fait sur la Terre est égale à la force que la Terre fait sur la Lune. Donc déjà, il ne faudrait pas qu'il y ait ces vecteurs, car il manque un moins, mais ça, bon, ça, c'est pas de votre niveau pour l'instant en classe de troisième. Mais surtout, on me dit, avec cette égalité, que les deux forces devraient avoir la même valeur. Or ici, si on observe les deux vecteurs, eh bien, ils n'ont pas été représentés avec la même taille.
ce qui représente donc ici une erreur. Ici, on a l'impression que l'une des forces est plus grande que l'autre. Et de plus, il y a une autre erreur qui s'est glissée ici dans cette image. On dit ici que le vecteur vert représente la force de la Lune sur la Terre, alors qu'en fait, c'est la force de la Terre sur la Lune. Et vice-versa aussi pour l'autre force. Donc attention, méfiez-vous de ce qu'on peut retrouver sur Internet. Alors, on va s'attaquer maintenant à l'aspect plus quantitatif de cette loi de la gravitation universelle. Donc, on va parler maintenant mesure et calcul. Les deux forces gravitationnelles ont valeur identique et cette valeur, elle peut être calculée. La loi de la gravitation universelle nous dit que la relation, l'expression si vous préférez, qui permet de calculer la force gravitationnelle est la suivante. On peut calculer la force gravitationnelle entre deux corps à partir de ces diverses grandeurs. Donc vous reconnaissez ici M pour les masses, masse de l'objet A, masse de l'objet B, A divisé par la distance entre les centres de masse des deux objets. Attention, cette distance doit être au carré, ce carré est très souvent oublié, faites attention. Et puis il apparaît ici un facteur G, qui est en vérité une constante, une valeur constante, une valeur qui ne change pas, qui sera toujours la même, et qu'on appelle la constante de gravitation universelle. Donc, avec un peu plus de détails, parlons grandeur et unité de mesure. SI pour système international, donc on parle des unités officielles au niveau international. La force gravitationnelle Fg est mesurée en newton. Les masses seront mesurées en kilogrammes et la distance sera exprimée, mesurée en mètres. Grand G est donc la constante de gravitation, constante universelle de gravitation. Sa valeur est 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme carré. Ceci n'est absolument pas à retenir par cœur. C'est une information, une donnée qui vous sera toujours donnée lors des exercices, lors des problèmes. Donc voilà, ne pas retenir cette valeur par cœur. Mais voilà, cette valeur sera tout simplement à inclure dans la formule, ici, dans le grand G. Alors, pour étudier un petit peu cette loi mathématique qui relationne donc la force gravitationnelle entre les corps avec leur masse et la distance qui les sépare, et comprendre un petit peu mieux comment fonctionne cette loi, comment fonctionne cette expression mathématique, comment les grandeurs se relationnent les unes avec les autres, et surtout comprendre comment les masses ont une influence sur la force gravitationnelle, mais aussi comment la distance a une influence sur la force gravitationnelle, je vous avais demandé donc de faire cette petite activité. Donc, pour faire cette activité, nous avions besoin de cette petite animation que l'on retrouve ici. Alors, dans cette animation, on s'intéresse à la force gravitationnelle, l'interaction gravitationnelle qu'il existe entre cet objet, un petit satellite, et cet objet, une planète. Pour ce qui suivra, satellite sera abrégé par S et planète sera abrégé par P. Le satellite a une masse, qu'on appelle ms ici. La planète a une masse qu'on appelle mp. Ces deux objets ayant une masse, ils donc vont s'attirer par des forces gravitationnelles. Ces forces gravitationnelles sont représentées ici en vert par ces vecteurs. Donc on retrouve ici la force gravitationnelle de P sur S, donc de la planète sur le satellite. Et de ce côté-là, on retrouve la force gravitationnelle Fs sur P, donc la force du satellite sur la planète. On retrouve aussi le facteur distance, ici. Donc la distance qui sépare le centre du satellite et le centre de la planète. On retrouve ici en haut l'expression de la loi de la gravitation universelle. Donc la force, qu'on va appeler juste F, parce qu'elle représente aussi bien la force de la planète sur le satellite que la force du satellite sur la planète, étant donné qu'elles ont valeur identique, eh bien, elle peut être calculée par constante gravitationnelle fois la masse de la planète fois la masse du satellite à diviser par le carré de la distance entre eux. La distance D entre les deux objets et les masses respectives de chacun de ces deux objets peuvent être régulées en bougeant tout simplement ces petits curseurs. Ici, la distance est donnée en fonction du rayon de la planète Terre. Donc ici, par exemple, on a une distance D qui équivaut à 2,43 fois le rayon de la Terre qui, si vous voulez, par curiosité, représente environ 6400 km. Les masses ici sont données en tonnes pour la masse du satellite, et la masse de la planète est ici donnée
en facteur d'une masse de la Terre. Donc ici, dans ce cas-là, cette planète représente 0,79 fois la masse de la planète Terre. Voilà, donc on va essayer de jouer un petit peu avec cette animation pour essayer de retrouver les relations importantes à retenir au sujet de cette loi de la gravitation universelle. Donc si on reprend le document que je vous avais donné, à la première question, il était demandé « La force s'exerçant entre deux corps dépend ». Alors les options étaient de la masse des deux corps, donc des masses respectives M1 et M2, ou MA et MB, peu importe, de la distance D qui les sépare, et de la forme des corps, donc par exemple comme le rayon des corps. Eh bien, si on observe tout simplement l'expression qui permet de calculer la force gravitationnelle, on retrouve ici les masses des corps, donc il y aura une influence sur la valeur de la force, et la distance qui elle aussi aura une influence sur la valeur de la force. Donc il s'agissait de répondre les réponses A et B. Voilà. Question numéro 2. En extrapolant, quelle sera la valeur de la force d'interaction si la distance D est infinie? Alors, est-ce que la force deviendra infinie ou est-ce que la force deviendra nulle, 0? Je répète, si la distance est infinie. Donc, on va jouer ici un petit peu sur cette animation. On va prendre la distance et on va bouger un petit peu la distance entre les deux corps. Simultanément, on essaiera d'observer ce qui arrive ici à la valeur de la force gravitationnelle entre les deux corps. Eh bien, c'est assez simple. Si on augmente la distance entre les corps, on peut voir simultanément que la force est en train de diminuer en valeur. Donc, ce qui veut dire que plus les objets sont éloignés l'un de l'autre, plus la force gravitationnelle, les forces gravitationnelles entre eux qui font qu'ils s'attirent, va devenir faible, va diminuer, va devenir petite. Donc, si on extrapole, c'est-à-dire si on imagine qu'on peut aller plus loin encore, bien qu'ici, j'ai une limite dans ma distance, je n'arrive pas à aller plus loin que ça, mais si je pouvais encore éloigner davantage les corps, on pourrait s'imaginer que cette force diminuerait et diminuerait et diminuerait encore. Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce que si j'éloigne les objets à l'infini, cette force deviendrait pratiquement nulle. Donc, il s'agissait de répondre l'option B. Troisième question. Si cette force s'exerçant entre deux masses est purement répulsive ou attractive? Allez, on passe à la question 4. Dans la question 4, il était demandé, plus la masse des deux corps est grande, plus la force d'attraction est grande ou petite. Bon, là aussi, c'est pas compliqué. Je peux prendre la masse d'un corps, soit le satellite, donc j'ai déjà ici au maximum, donc je vais remettre ça un petit peu au milieu. Lorsqu'on augmente la masse de n'importe lequel des deux corps, que j'augmente la masse du satellite, donc ici, ou que j'augmente la masse de la planète, eh bien on peut voir dans la valeur de la force qu'elle n'a cesse d'augmenter. Donc plus les masses sont importantes, plus les forces gravitationnelles sont importantes. Ce qui est d'ailleurs, je pense, aussi assez intuitif. Voilà. De plus, au niveau mathématique, si on augmente la valeur des masses, qui sont en numérateur de la fraction, eh bien, le résultat du calcul deviendra forcément plus grand. Donc, il s'agissait de répondre à la question 4, l'option B. Plus la masse des corps est grande, plus la force d'attraction est grande. Question 5. La force d'interaction gravitationnelle est proportionnelle à la masse de chacun des deux corps ou non proportionnelle à la masse de chacun des deux corps? Alors, proportionnelle ou non proportionnelle? Bon, à votre niveau, vous connaissez déjà normalement bien le concept de proportionnalité, et le concept de proportionnalité implique certaines choses. Ici, on cherche à savoir s'il y a proportionnalité ou non entre la force et la masse. Qu'est-ce que vous savez au niveau de la proportionnalité? Déjà, si la force et la masse sont proportionnelles, ça veut dire forcément que plus la masse est grande, plus la force est grande. Est-ce que ça c'est vrai? Eh bien oui, on l'avait déjà vu dans la question précédente. Mais la proportionnalité, ça va plus loin. Si deux grandeurs sont proportionnelles, lorsqu'on multiplie ou on divise une des grandeurs par un certain facteur, l'autre doit se retrouver multipliée ou divisée elle aussi par le même facteur. Donc ici, on va faire l'expérience d'une façon assez simple. Je prends ici la masse du satellite et je vais la mettre à son minimum, qui est ici de 2 tonnes. Et on va observer la valeur de la force. En ce moment, la force gravitationnelle entre les deux objets vaut 1918 newtons.
Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 2 la masse du satellite. Donc, je vais la passer de 2 tonnes à 4 tonnes. Donc, j'ai multiplié la masse par 2. Eh bien, si l'on observe la valeur de la force, elle est passée maintenant à 3837 newtons, ce qui, à quelques imprécisions près, correspond aussi au double de la force que l'on avait tout à l'heure. Donc, pour résumer, en multipliant la masse par 2, la force s'est aussi retrouvée multipliée par 2. Alors ici, on a une certaine limite au niveau de cette animation, mais si je pouvais multiplier la masse par 3, je verrais que la force est multipliée par 3, et ainsi de suite. Donc, masse et force sont effectivement proportionnelles. Donc, il fallait répondre à l'option A. Question 6. Plus la distance entre les masses M1 et M2 est importante, plus la force d'interaction est, bien, comme on l'avait vu tout à l'heure, déjà, ce n'est pas quelconque, c'est quelque chose de bien précis. Plus on augmente la distance entre les objets, plus les forces d'interaction entre eux deviennent faibles. Il fallait donc répondre l'option A. Ensuite, question 7. Donc on vous demande de placer la distance entre le centre de la planète et le centre du satellite à 1,93 fois le rayon de la Terre. Bon, on va déjà faire ça. On va placer la distance à 1,93 fois le rayon de la Terre, ce qui correspond ici à la distance minimale sur cette animation. Bon, et observer la valeur de la force gravitationnelle. Bon, dans ce cas-là, la force gravitationnelle vaut 7201 newtons. Et on va retenir cette valeur. Ensuite, je vous demande de placer la distance entre le centre de la planète et le centre du satellite sur 3,86 fois le rayon de la Terre. Alors attention, ce n'est pas n'importe quelle valeur. Si on fait attention un petit peu au niveau mathématique, si je passe de ce rayon-là, 1,93 fois le rayon de la Terre, à celui-ci, 3,86 fois le rayon de la Terre, eh bien, je passe en fait au double. Ce qui veut dire que si je passe de cette distance à cette distance, je passe au double de la distance. Donc en fait, l'idée ici est de dupliquer la distance. Dupliquer la distance et voir ce qui va arriver à la force gravitationnelle. Alors faisons-le. Tout d'abord, à cette distance-là, la force gravitationnelle vaut 7201 newtons. Si je passe au double de la distance, la force vaut maintenant 1800 newtons. Bon, pour l'instant, la chose facile à observer, c'est que la force a diminué. Mais ça, on le savait déjà. On va essayer d'aller un peu plus loin. Donc la distance, on a déjà répondu, était multipliée par 2. Par conséquent, qu'est-il arrivé à la force gravitationnelle? On revient ici, vite fait, pour se rappeler. Elle passe de 7200 newtons à, hop là, 1800 newtons. Alors déjà, on va éliminer certaines choses qui sont ici absolument absurdes. La force n'est pas multipliée, ni par 100, ni par 2. Au contraire, la force devient plus petite, donc elle est divisée. Alors, est-ce qu'elle est divisée par 2 ou est-ce qu'elle est divisée par 4? Eh bien, si on reprend une fois de plus ces valeurs, 7200, je passe à 1800, eh bien, c'est tout simplement un facteur de 4, à quelques imprécisions près. Donc, l'option correcte était que la force gravitationnelle est divisée par 4. Donc, on va s'arrêter là 2 secondes pour réfléchir un petit peu à cela. En multipliant la distance par 2, la force est divisée par 4. Eh bien, si on pouvait jouer ici avec d'autres valeurs, je vais vous expliquer vite fait comment ça se passerait. Si la distance était multipliée par 3, la force serait divisée par 9. Si la distance était multipliée par 4, la force serait divisée par 16. Si la distance était multipliée par 5, la force était divisée par 25. Vous comprenez où est-ce que je veux en venir? Pardon. Donc, si je continue, si je multipliais la distance par 6, les forces deviendraient 36 fois plus faibles. Donc, il y a ici une histoire de carré, en fait. On reviendra plus tard là-dessus. Donc, question 8. La force d'interaction gravitationnelle est proportionnelle à la distance ou non proportionnelle à la distance qui sépare les deux corps? Eh bien, si la force et la distance étaient proportionnelles, déjà, premièrement, plus la distance serait grande, plus la force serait grande, ce qui est absurde par rapport à ce qu'on a vu. Donc l'option A est forcément fausse. Non, ce n'est pas proportionnel, c'est non proportionnel.
plus la distance est grande, plus la force est petite. Ok, non. Question 9. Choisir une distance que l'on maintiendra fixe. Alors, je sais pas, par exemple, celle-là, ça ne me dérange pas. Ok. Puis régler la masse du satellite à 2 tonnes. Ok. Je prends la masse du satellite et je la règle sur 2 tonnes. Ok. Puis régler la masse du satellite à 4 tonnes. Et observer à nouveau la valeur de la force gravitationnelle. Donc, là, on est à 900 newtons de force gravitationnelle. Si je passe la masse du satellite à 4 tonnes, donc si je double la masse du satellite, eh bien, la force gravitationnelle passe à 1800 newtons. On a déjà parlé un peu de ça juste avant. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en doublant la masse du satellite, la force gravitationnelle a doublé elle aussi. Donc ça rejoint un aspect qu'on avait déjà discuté auparavant, mais on va y répondre dans quelques instants. C'est que la masse et la force gravitationnelle sont directement proportionnelles. Là, oui, c'est proportionnel. La masse a été multipliée par 2, donc réponse D. Par conséquent, la force gravitationnelle a été multipliée par 2, réponse H. Question 10. La force exercée par M1 sur M2, quelle que soit leur masse, est égale à la valeur ou intensité de la force exercée par, cette fois, M2 sur M1, ou différente. Là, on cherche à voir, si vous avez compris, si les deux forces sont identiques en valeur l'une par rapport à l'autre, ou est-ce qu'elles sont différentes. Eh bien, en tous les cas, elles sont identiques. La force de la planète sur le satellite sera toujours égale à la force du satellite sur la planète. Question, question 11. Les forces de l'objet 1 sur l'objet 2 et force de l'objet 2 sur l'objet 1 ont même direction. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, les deux forces, on va mettre ici une image un peu plus visible, sont alignées sur une même droite, donc elles ont effectivement même direction. Ça veut dire donc que c'est vrai, option A. Question 12. Les forces F de 1 sur 2 et force de 2 sur 1, ou dans notre cas, force du satellite sur la planète ou force de la planète sur le satellite, ont un sens opposé, indiqué par une flèche. Est-ce que c'est vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. Elles pointent l'une vers l'autre, car on peut voir ici sur ce schéma, par exemple, que cette force a un sens vers la droite, alors que cette force a un sens vers la gauche. Elles ont effectivement des sens opposés. Option A. Question 13. Cette force d'interaction gravitationnelle s'exerce par contact ou à distance? Là, c'est très facile, c'est à distance. Il n'est pas nécessaire que les deux objets se touchent, soient en contact, pour que ces forces existent. Donc, effectivement, ce sont des forces à distance. Option 14. Quelle est la bonne expression qui permet de calculer la force gravitationnelle? Alors là, bon, c'est pas compliqué. Vous aviez déjà la réponse, que ce soit dans l'animation ici, ou que ce soit en haut de l'énoncé. Mais on va tout simplement réfléchir, si vous voulez, à quelques-unes de ces options. Par exemple, si on prend la première option A, et qu'on réfléchit ici au rayon R de rayon, déjà ça n'a rien à voir avec l'expression de la force. Et puis si on prend ici les masses, si les masses sont en diviseur, en dénominateur si vous préférez, bien plus les masses seraient grandes, plus les forces seraient petites, ce qui est au contraire de la logique qu'on a vue jusqu'à présent. Dans l'option B, par exemple, la distance est en multiplication. Donc, si la distance augmente, la force gravitationnelle entre les deux corps augmentera aussi, ce qui, là aussi, n'est pas cohérent. Donc, cette option est fausse. Même chose pour l'option D. Là aussi, la distance, même si elle est affublée ici d'un carré, est en multiplication. Donc, plus la distance serait grande, plus la force serait grande, ce qui est faux aussi. Donc, il nous reste uniquement ces deux options. Dans ces deux options, C et E, plus les masses sont grandes, plus la force gravitationnelle est grande, étant donné que les masses sont en numérateur, donc ce qui est correct. La distance, que ce soit dans l'option C ou E, est en dénominateur. Donc plus la distance est grande, plus la force sera petite. Donc ce qui est vrai aussi, par rapport à ce qu'on a vu avant. Donc l'option C et E semblent valables. Mais là où ça va rater, c'est qu'on va voir que dans l'option C, il manque ici un carré. Comme il n'y a pas de carré à côté de la distance, si la distance était multipliée par 2,
la force serait divisée par 2. Si la distance serait multipliée par 3, la force serait divisée par 3. Or, on a vu juste avant que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. En fait, le carré ici est nécessaire, étant donné qu'on a vu que quand la distance était multipliée par 2, la force était divisée par 4. L'altération qu'on fait au niveau de la distance est ressentie au carré dans la force. Donc si je reprends encore un exemple, si je multiplie par exemple par 7 la distance, la force ne sera pas divisée par 7, mais par le carré de 7. La force sera divisée par 49. D'accord? Donc, voilà. La force dépend de l'inverse, parce qu'on est en dénominateur, de l'inverse du carré de la distance, et pas juste de l'inverse de la distance. Donc, l'option E était l'option correcte. Pour conclure, la force d'interaction, qu'on peut aussi appeler d'attraction gravitationnelle, s'exerçant entre deux corps, dépend de la masse de chacun des corps et de la distance les séparant. Cette force va être proportionnelle à la masse, mais par contre, elle va être inversement proportionnelle. C'est-à-dire que plus, et là on va parler de distance, plus la distance sera grande, plus la force sera petite, donc inversement proportionnelle, et pas juste à la distance, mais oui au carré de la distance. Et donc l'expression correcte était l'expression E. Donc voilà pour cette activité et les réponses qu'il fallait y apporter. Pour conclure donc, quels sont les points fondamentaux à retenir? La loi de la gravitation universelle dit qu'il y a donc des forces qui s'exercent entre deux corps qui possèdent de la masse. Ces forces sont attractives. Ces forces dépendent de la masse de chacun des corps, MA et MB. Plus la masse des corps est grande, ici donc j'ai représenté des objets plus petits, ici des objets plus gros pour donner l'idée de masse, tout en maintenant la même distance entre eux, plus la masse des corps est grande, plus les forces avec lesquelles ils s'attirent sont grandes. Donc on peut voir ici que les vecteurs force en rouge ont augmenté. Par contre, la force gravitationnelle entre les deux corps dépend aussi de la distance entre eux. Et là, entre cette situation et cette situation, j'ai conservé les mêmes masses, mais j'ai simplement augmenté la distance entre les deux corps. On peut voir par la taille des vecteurs que les valeurs des forces d'attraction gravitationnelle ont diminué. Ce qui veut dire donc que lorsqu'on augmente la distance entre les corps, les forces gravitationnelles entre eux deviennent plus faibles, elles diminuent. Voilà les élèves, j'espère que vous avez compris. À bientôt.